Imaginez, vous venez de créer votre oasis à la campagne, un lieu de vie plein de biodiversité, un jardin nourricier, etc. Vous êtes content, et là, un bon matin, ah, vous avez un troupe de chasseurs qui arrive tout fusil devant sur votre terrain, et là, vous tombez des nues. Ah, on a le droit de chasser chez moi. Ah oui, qu'en est-il? Ouh là là. Ça, c'est le genre d'anecdote que j'ai entendu quand même à plusieurs reprises dans le réseau culturel. Voilà, j'ai des personnes que j'ai pu rencontrer avec ce type de projet. Donc, je trouvais intéressant ici de prendre un temps pour expliciter dans cette vidéo, de façon simple et synthétique, les règles de droit à connaître pour comprendre justement ce champ du droit de la chasse qui est très méconnu. Et puis, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a effectivement des chasseurs en droit de chasser chez vous sans votre accord? Et si tel est le cas, quelle est votre marge de manœuvre? Que pouvez-vous faire? On va explorer ça ensemble. Bon, alors, vous avez un article L422-1 du Code de l'environnement qui nous pose une règle de principe. Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Donc, on ne peut pas chasser chez quelqu'un sans que celui-ci donne son accord. Voilà, ça, c'est la règle de principe. Bon. Il est vrai que si votre bien, votre terrain est situé hors de la réserve de chasse d'une ACCA ou AICA, on va détailler ce que c'est après, et donc si on n'est pas dans le périmètre de chasse d'une ACCA ou d'une AICA, il n'y a aucune difficulté, aucune démarche administrative à réaliser. Il suffit d'annoncer, d'être clair sur le fait que votre terrain n'est pas ouvert à la chasse. Après, ce n'est pas rendu obligatoire dans le texte de loi, hein, mais la jurisprudence sur le sujet ainsi que la pratique dans le milieu rural, comment dire, vous préconise de mettre en place des panneaux qui permettent d'indiquer, d'expliciter le fait que la chasse est interdite sur le site. La réglementation ne précise pas les mentions qui doivent être précisées sur le panneau, elle ne précise pas les caractéristiques du panneau, elle ne précise pas la localisation du panneau. Cela dit, en pratique, on va positionner ce type de panneau aux principaux endroits d'accès du terrain. Bon, donc dans ce genre de situation, rien de compliqué. Là où les choses sont plus complexes, c'est dès lors que le bien est dans le périmètre de chasse d'une ACCA ou AICA. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, une ACCA, c'est une association communale de chasse agréée. Une AICA, c'est une association intercommunale de chasse agréée. Il s'agit d'une association loi 1901 avec une réglementation particulière qui a vocation, lorsque c'est mis en place sur une commune pour une ACCA ou une intercommunalité pour une AICA, de réguler l'ensemble des activités de chasse. Et d'ailleurs, sur une commune, il ne peut y avoir qu'une seule ACCA ou une seule AICA. La création de ce type de structure est encadrée par les autorités, puisque pour créer une ACCA ou AICA, eh bien, il faut un agrément préfectoral. Et d'ailleurs, le périmètre de chasse d'une ACCA ou AICA doit bénéficier d'un agrément préfectoral tous les 5 ans. Ça doit être renouvelé tous les 5 ans. On verra, ça va être important. Vous la verrez pour la suite de la discussion. Le périmètre de chasse d'une ACCA ou AICA, eh bien, il est précisé par l'article L422-10 du Code de l'environnement. Et pour une ACCA ou une AICA en particulier, eh bien, il va être précisé, il va être délimité dans l'arrêté préfectoral, dans l'agrément, concernant précisément le périmètre de chasse de l'ACCA ou AICA en question. Donc, pour une ACCA ou une ACCA en particulier, on va pouvoir aller voir dans l'arrêté préfectoral pour voir exactement la délimitation du périmètre. Bon. Ce que nous dit l'article 422-10 du Code de l'environnement, c'est que dès lors qu'on institue une association communale ou intercommunale d'ailleurs de chasse, eh bien, son périmètre, eh bien, c'est la totalité des terrains. C'est la totalité, la surface de la commune. En excluant un certain nombre, par contre, de sites, voilà, on trouve ici. Alors, on va trouver tous les terrains qui sont situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute forme d'habitation. C'est un premier point. Donc, ces terrains-là sont d'emblée exclus du périmètre de chasse. Autre point,
c'est entouré d'une clôture telle que définie dans un autre article, l'article L424-3. Alors, on va le voir pour comprendre un peu ce qu'il en est. C'est détaillé dans un autre article, d'ailleurs, l'article L424-1. C'est les clôtures continues et constantes, donc bien présentes sur toute la périmètre du terrain, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, c'est-à-dire empêchant tout déplacement par rapport à une parcelle adjacente, et empêchant complètement le passage de ce gibier, donc de toute forme de gibier, et de l'homme. Bon, concrètement, ça va vouloir dire, si on parle d'un grillage, un grillage suffisamment fin pour ne laisser passer aucun gibier terrestre. Donc, il faut même que ce soit un grillage très fin. Alors, la réglementation ne précise pas exactement à quel niveau, mais je dirais qu'il faut qu'on soit sur un maillage de maximum des mailles de 20 mm, pour que ça ne laisse même pas passer des lapins ou des lièvres, par exemple. Ou, si ce n'est pas un grillage, il faut vraiment que ce soit un mur, pour effectivement absolument ne pas laisser passer toute forme de gibier terrestre, ni de l'homme. Voilà. Ça, c'est une première option. C'est qu'effectivement, le terrain soit entièrement clôturé, tel que les clôtures de ce type-là. Bon. L'autre chose, c'est que le terrain a fait l'objet de l'opposition de ses propriétaires, ou détenteurs des droits de chasse, sur des superficies d'un seul tenant, aux superficies minimales, d'un seul tenant supérieur aux superficies minimales mentionnées dans un autre article, l'article L422-13. Alors, ce que nous dit cet article-là, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est propriétaire d'un bien qui dépasse certaines superficies, on peut faire opposition pour que ces terrains soient exclus, sortent du périmètre de chasse de la CCA ou AICA locale. La surface de référence au niveau national, c'est donc 20 hectares. Il faut que la propriété, que ce soit une ou plusieurs parcelles, peu importe, mais représente au moins 20 hectares de superficie. Alors, ce seuil est abaissé dans des cas particuliers. Il est abaissé à 3 hectares pour les marais non asséchés, 1 hectare pour les étangs isolés, 50 ares, c'est-à-dire 50 fois 100 mètres, donc 5000 mètres carrés, pour les étangs dans lesquels existaient au 1er septembre 1963 des installations fixes, huttes et gabions. Bon, ça, c'est des cas particuliers. À noter aussi, autre cas particulier, on peut sortir du périmètre de chasse pour la chasse, spécifiquement concernant la chasse aux colombidés, donc, certaines espèces d'animaux qui appartiennent à la famille des colombidés, dont les colombes, vous l'aurez compris. On va sortir du périmètre de chasse spécifiquement pour les colombidés, pour les terrains où existaient au 1er septembre 1963 des postes fixes destinés à la chasse aux colombidés, lorsque ces terrains donc, font au moins 1 hectare. Voilà, au cas aussi particulier. Autre cas, c'est que le minimum au niveau national est abaissé. Le minimum, donc, pour encore une fois sortir du périmètre de chasse, il passe à 100 hectares dès lors que vous êtes sur un terrain situé en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière qui est délimitée localement par arrêté préfectoral. Bon, ça, c'est les règles au niveau national. Mais il faut savoir que, c'est ce que précise la dernière partie de l'article, des arrêtés donc, sont pris dans chaque département, donc un arrêté préfectoral peut augmenter ces superficies minimales. Voilà. Donc, dans la limite du double des superficies minimum nationales. Mais voilà, il faut savoir que localement, on peut avoir un arrêté préfectoral départemental qui augmente le seuil nécessaire pour pouvoir sortir un terrain du périmètre de chasse de la CCA ou AICA locale. Alors, bon, sont exclus d'office également certaines propriétés publiques, donc domaine public de l'État, des départements, des communes, les forêts domaniales ou les emprises de la SNCF, la SNCF Réseau et SNCF Voyageurs. Bon. Et enfin, on a un 5e membre qui a été introduit en droit à l'année 2000, les terrains ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis. Si jamais vous avez plusieurs copropriétaires du terrain, il faut qu'ils soient tous d'accord pour ça, qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas dans le 3e. Dans le 3e,
vous sortiez du périmètre de chasse de la CCA ou AICA, donc c'est-à-dire que les chasseurs ne peuvent pas aller chez vous, pas chasser sur votre terrain, mais par contre, ça ne vous empêche pas le fait de continuer, vous, à chasser sur le terrain en question. Ce n'est pas le cas, on n'est pas dans ce cas de figure dans le cinquièmement. Dans le cinquièmement, c'est une procédure pour sortir du périmètre de chasse de la CCA ou AICA et interdire la chasse à tout le monde, les chasseurs extérieurs comme vous-même, hein, y compris donc pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts que pourraient être causés par le gibier provenant de ces fonds. En clair, ça veut dire que si jamais vous opposez à la pratique de la chasse sur un site et que le gibier s'y multiplie et puis après le gibier sortant de votre site cause des dégâts auprès du voisinage, dans le jardin des voisins ou dans le champ d'un voisin, par exemple, eh bien, vous pouvez en être tenu responsable. Bon, en pratique, c'est rare que ça soit mis en œuvre, et puis il faudrait encore faudrait-il que le voisinage, qui comme ça subit un préjudice de la fête du gibier, soit en capacité de prouver que le gibier provient de votre fonds, provient de votre terrain, et que donc vous êtes responsable. Mais bon, voilà, c'est quand même ce qui est prévu dans l'article. Alors, donc cette histoire d'opposition par conviction personnelle, le cinquièmement de l'article, il faut que ça porte sur l'ensemble des terrains, hein, appartenant aux propriétaires ou propriétaires en cause, qui étaient jusque-là dans le périmètre de chasse de la CCA ou AICA locale. Okay. Dès lors qu'on met en place cette opposition, ce que prévoit également le Code de l'environnement, c'est que le propriétaire ou les propriétaires du terrain doivent faire une signalisation qui matérialise l'interdiction de chasser, donc les panneaux classiques d'interdiction de chasser, au principal point d'accès du terrain. Autre point prévu par le Code de l'environnement, c'est que le propriétaire ou les propriétaires du terrain sur lequel ils ont fait une opposition par conviction personnelle, sont tenus de tuer les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et réguler, c'est le terme officiel, les espèces causant des dégâts, alors qui sont précisés par des arrêtés au niveau national et communal, et départemental, pardon. Donc, vous êtes tout de même tenu en tant que propriétaire, moi, ce que prévoit le Code de l'environnement, de réguler les espèces considérées officiellement comme nuisibles. Et autre chose, c'est que les chiens de chasse peuvent continuer à circuler sur un terrain sur lequel, pourtant, vous avez fait une opposition par conviction personnelle, vous avez fait une opposition à la chasse. Les chiens de chasse peuvent continuer à passer, simplement à passer sur le terrain, non pas à chasser sur le terrain, mais à passer sur le terrain, nuance, à condition que le chasseur conduisant les chiens en question n'ait pas poussé les chiens à le faire. Ça, pour le coup, il serait en situation d'irrégularité. Donc, les chiens de chasse qui divagueraient sur le terrain, ils peuvent le faire. Alors, comment ça se passe la procédure donc, pour les cas 3 et 5 de l'article qu'on vient de voir du Code de l'environnement? Dans les deux cas, le ou les propriétaires du terrain doivent envoyer un courrier recommandé qui doit être adressé au président de la Fédération départementale des chasseurs. Et il faut également savoir qu'une copie en 3 exemplaires de ce courrier en question doit être envoyée à la CCA ou AICA, dont on sert à sortir du périmètre de chasse, doit être envoyé donc en courrier recommandé avec demande d'avis de réception aussi donc auprès de la CCA ou AICA. Il faut bien faire attention aussi au délai, c'est-à-dire que il faut que cet courrier soit réceptionné par le président de la Fédération départementale des chasseurs au moins 6 mois, minimum 6 mois, avant la date de renouvellement de l'agrément de la CCA ou AICA en question. Comme je l'ai dit, ça a lieu une fois tous les 5 ans. Donc, attention à ça. Si jamais le courrier était réceptionné moins de 6 mois avant le renouvellement, ça prend le fait que votre terrain sorte du périmètre de chasse prendrait effet, mais il prendrait effet au renouvellement suivant. Donc, il faudrait voilà, vous auriez le délai jusqu'à le renouvellement de l'agrément, plus 5 ans avant que votre terrain sorte du périmètre de chasse de la CCA ou AICA. Si le courrier est bien réceptionné dans le délai de 6 mois avant le renouvellement de l'agrément, eh bien, votre terrain sortira du périmètre de chasse de la CCA ou AICA précisément à la date du renouvellement de l'agrément.
Alors, il faut savoir également que dès lors qu'il réceptionne le courrier, le président de la Fédération départementale des chasseurs doit donner une réponse à vos demandes dans les délais de 4 mois après la réception. Voilà. Et si vous faites donc bien dans le délai avant 6 mois, le retrait du permis de chasse s'appliquera à compter de la date du renouvellement de l'agrément. Alors, attention, gros point de vigilance. Attention en cas de changement de propriétaire. Si vous avez sorti votre périmètre, votre bien du périmètre de chasse de la CCA ou AICA dans le cadre du 3e ou du 5e, voilà, de la procédure qu'on vient de voir, et puis à un moment donné, il y a un transfert de propriété. Il y a un changement de propriétaire, que ce soit par une donation, que ce soit par un legs, que ce soit par une vente, peu importe, il y a un changement de propriétaire du bien. Eh bien, attention à cet article 422-18 du Code de l'environnement. Le nouveau propriétaire doit impérativement informer dans les 6 mois qui suivent l'achat du bien, si c'est jamais, donc ça se fait par un achat. Mais encore une fois, c'est aussi valable si c'est fait, si le transfert de propriété c'est fait par un legs ou par une donation. Eh bien, il doit informer le président de la Fédération départementale des chasseurs. Alors, ça peut se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il doit l'informer de son souhait de maintenir le bien hors du périmètre de chasse. Attention, parce que si jamais la procédure il ne fait pas cette procédure, ou il a fait trop en retard, il dépasse les délais de 6 mois, eh bien, le bien en question revient dans le périmètre de chasse de la CCA ou AICA. Donc, c'est vraiment un point de vigilance important. Par ailleurs, il faut savoir que vous avez, ce n'est pas le cas dans tous les territoires, mais il est quand même fréquent que vous ayez des arrêtés préfectoraux, intercommunaux, municipaux qui restreignent les tirs de chasse, qui notamment interdisent les tirs de chasse en direction des bâtiments d'habitation, etc. Donc, vous pouvez avoir via ces arrêtés une réglementation locale qui restreint les tirs de chasse. Pour savoir ce qu'il en est localement, vous pouvez vous renseigner en mairie, en préfecture, au niveau de la DDT, la direction départementale des territoires. Alors, une option, un scénario, une possibilité que vous avez, si votre bien est dans le périmètre de chasse d'une SCA ou AICA, c'est demander à ce qu'il rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la réserve de chasse de faune sauvage de la SCCA ou de la AICA en question. Ça peut être une option, une stratégie, soit définitive, soit temporaire, en attendant de sortir du périmètre de chasse tout court, comme on l'a vu précédemment. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de réserve de chasse et de faune sauvage? Il faut savoir que tout ACCA ou AICA, dans son périmètre de chasse, doit sur au moins 10% de son périmètre, constituer ce qu'on appelle donc une réserve de chasse une réserve de chasse et de faune sauvage. Alors, dans les grandes lignes, c'est quoi? C'est un périmètre dans lequel la chasse est interdite, en principe. Les opérations de chasse sont restreintes à des opérations de régulation des gibiers considérés comme excédentaires et des animaux considérés officiellement comme nuisibles. Donc, ça restreint les actes de chasse, finalement, à ça. Et si vous voulez savoir ce qu'il en est en termes de démarche pour mettre en place ça, la démarche de création d'une réserve de chasse et de faune sauvage est encadrée par l'arrêté du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage, à consulter comme tout texte de loi sur le site Légifrance, donc legifrance.gouv.fr. Mais dans les grandes lignes, en tant que propriétaire d'un bien, il faudra vous adresser au préfet du département pour le demander, par lettre recommandée à votre demande d'avis de réception, à ce que donc votre terrain passe dans la réserve de chasse et de faune sauvage de la CCA ou AICA locale. Alors, tout ce qu'on a développé jusque-là, c'était cette histoire de périmètre de chasse de la CCA ou AICA, et c'est uniquement dans ce périmètre-là que sont autorisés ce qu'on appelle les actes de chasse. Alors, mais c'est important de bien préciser la notion. La notion est précisée par l'article 420-3 du Code de l'environnement, donc il nous dit « Constitue un acte de chasse, tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. » La définition est importante puisque, du coup, ça exclut de la notion d'acte de chasse un certain nombre de choses qui sont liées à la chasse. Ça exclut, donc sont exclus de la notion d'acte de chasse la recherche du gibier qui sera accomplie par un auxiliaire de chasse, qui nous précise l'article 420
180-3, hein, un auxiliaire de chasse. Ce n'est pas précisé dans la loi, mais c'est quelqu'un qui assiste les chasseurs, qui a surtout pour rôle donc de rabattre le gibier, de repérer et de rabattre le gibier en pratique. Hein. Et on a également là, tout ce qui va être recherche, pas un conducteur de chien de sang. Alors, ce qu'on appelle un chien de sang, c'est un chien qui est élevé pour traquer et tuer des animaux de gibier. Donc, la recherche, pas un conducteur de chien de sang, d'un animal blessé ou pour contrôler le résultat d'un tir sur un animal. Tout ce qui va être entraînement, concours ou épreuve de chien de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie. Et enfin, à la fin de l'action de chasse, le fait de récupérer chez autrui ses chiens perdus, c'est également pas considéré comme un acte de chasse. Donc, toutes ces choses que je viens de lister, qui sont mentionnées dans l'article 420-3 du Code de l'environnement, peuvent être faits par des chasseurs en dehors du périmètre de chasse de la CCA ou AICA. Et également, n'est pas considéré comme un acte de chasse le fait d'achever un animal mortellement blessé ou aux abois. Alors, ce qu'on appelle par aux abois, c'est un animal, comme dans la peinture que je vous ai mis à gauche, un animal qui est épuisé par le fait d'être poursuivi et qui est entouré par les chiens. Concrètement, c'est ça dont il s'agit. Hein. Donc, le fait d'achever un animal mortellement blessé aux abois n'est pas considéré comme un acte de chasse, donc ça peut être fait en dehors du périmètre de chasse d'une ACCA ou d'une AICA. Alors, bon, il y a tout de même une petite réserve qui est amenée par l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénérie, qui prévoit que le fait d'achever un animal mortellement blessé ou aux abois est interdit lorsque à ce moment-là, l'animal en question est situé à proximité d'habitations, de jardins privés, de zones commerciales ou artisanales, de bureaux, et enfin d'établissements accueillant du public. Dans ces périmètres-là, les chasseurs doivent épargner l'animal. Cela étant dit, le même arrêté prévoit que dans ces situations, l'animal peut être éloigné de ces zones en question et que si jamais les chasseurs n'arrivaient pas à éloigner l'animal, ils ont la possibilité d'anesthésier l'animal ou encore de le mettre à mort. Donc bon, cette petite subtilité amenée par l'arrêté du 18 mars 1982 d'un intérêt très très limité en pratique, vous l'aurez compris. Si vous voulez en savoir plus, vous avez énormément d'informations disponibles sur le site de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, qui depuis des années milite et est très active sur la régulation de la chasse globalement en France et qui peut vous accompagner d'ailleurs dans les démarches pour sortir des périmètres de chasse d'ACCA ou AICA, comme j'ai un peu expliqué. Vous avez également beaucoup d'informations disponibles sur le site de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, agence d'État, qui a entre autres pour vocation de réguler, d'encadrer tout le secteur de la chasse. Il y a beaucoup d'informations disponibles sur son site internet. Je vous mets les références en descriptif de la vidéo. Donc, cette histoire de droit de chasse, je pense c'est un point important dans la recherche d'un bien. Vous faites de la prospection, vous recherchez un bien pour l'acheter ou le louer. Eh bien, ce n'est pas inutile, on y pense rarement, mais ce n'est pas du tout inutile de vous renseigner. Qu'en est-il? Est-ce que le bien en question, quand vous avez repéré un bien qui vous intéresse, est-ce qu'il est dans le périmètre de chasse d'une ACCA ou AICA, éventuellement dans la réserve de chasse de faune sauvage de ACCA ou AICA? En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que c'est important de vous informer pour savoir ce qu'il en est. À ce niveau-là, c'est un point qui est souvent méconnu, mais je pense que c'est un point d'attention important. Voilà, régulièrement, je mène des formations, maintenant des formations en présentiel, mais aussi en distanciel, sous forme de webinaire, maintenant également sous forme de formation disponible à demande, tout un panel de formats de formation et de sujets de formation, entre autres précisément sur la prospection immobilière, tout le processus pour trouver des annonces immobilières, des offres de biens qui peuvent être intéressants pour des projets d'autonomie, comment les trouver, comment faire le tri, comment examiner l'état d'un bien, comment procéder à son achat, par exemple, un des sujets que je développe, et puis parmi bien d'autres sujets qui sont liés globalement à l'autonomie, à l'agroécologie et à l'éco-construction. Tout ça est développé dans la rubrique formation de mon site internet et je vous mets les références dans le lien sous la vidéo. Je propose aussi un certain nombre d'ouvrages de vulgarisation sur les questions juridiques qui portent sur l'agriculture et l'habitat en général. Pareil, je vous mets le lien sous la vidéo vers la page du site internet qui décrit tout ça en détail.
Et ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous permet en tout cas d'y voir plus clair dans les grandes lignes. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.